Bonjour! Donc aujourd'hui, petit épisode de science. On part du plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, je suis avec... Avec Anthony, bonjour. Bon, donc aujourd'hui, on va passer de la mousse quantique jusqu'à comment la vie... sur quoi la vie est basée. Après ça, sur pardon? Sur la biologie Micro-organismes et mais tout oui, ça. c'est ça. Jusqu'à la biologie aussi du vivant, des plantes, tout ça. Jusqu'à l'espace le plus grand, donc les trous noirs, les planètes. Euh, Exactement. L'objectif va être de partir, de vous expliquer du plus petit de ce qui compose le monde au plus gros de ce qu'on est capable de voir. Il va y avoir beaucoup de théories, mais vous inquiétez pas, quand on va parler de théories, on va vous le confirmer que c'est des théories puis que c'est pas encore prouvé, bien sûr. On veut pas vous donner de mauvaises informations. En commençant par, justement, un élément qui est... Ben, un élément, c'est pas un élément, mais une chose qui est seulement théorique, donc aucune vérification là-dessus, c'est pour la mousse quantique. La mousse quantique, on s'imagine que c'est comme un peu l'espace qu'on a dans la réalité ici, conductive de tout plein de petites particules invisibles à l'œil, même invisibles à quantifier, de ce que j'ai compris. Donc, c'est pour ça que c'est seulement... Voilà. Mais ça serait là que les quarks, les particules se promèneraient, puis ça serait comme la substance qui leur donnerait leur énergie, etc. Voilà. Exactement. T'as dit que ça s'appelait comment? Une mousse quantique. La mousse quantique, parfait. Ouais. Oui, mais en plus, c'est intéressant de la façon qu'aussi qu'on peut le visualiser pour que ça soit plus simple. C'est un peu comme si on aurait une mer en plein milieu d'une tempête. Imaginez que vous êtes sur un navire en plein milieu d'une tempête sur l'océan. Les vagues et tout ça, l'océan qui se déchaîne. On peut imaginer la mousse quantique comme étant ça. C'est très simple quand même à imaginer, Ouais, je ouais, pense. oui, parce que c'est très instable aussi, la mousse quantique. Enfin, c'est toujours une théorie, mais voilà. À partir du plus petit, c'est souvent des théories, parce qu'il n'y a pas vraiment de moyen de prouver quoi que ce soit pour l'instant. De toute façon, c'est tellement microscopique, Ouais, on n'est même pas ouais. capable de le calculer. Ben non, c'est ça. Fait que ensuite, moi je passerai directement sur la théorie des cordes. Je vais proposer, voilà, c'est la deuxième théorie que je propose, mais cette fois-ci c'est pour les quarks puis les particules. Donc, les quarks sont composés d'espèces de microparticules, dont des up, des down. Vous cassez pas la tête avec ça. C'est en gros un petit peu comme des protons puis des électrons, mais vraiment, vraiment plus petits. OK? Euh, bon. Donc, il y a plusieurs moyens de s'imaginer comment ils ont leur force électrique, en fait, leur charge électrique, mais une de nos préférées à nous, c'est la théorie des cordes. La théorie des cordes qui, selon elle, les microparticules à l'intérieur d'elle, y a- euh, Ouais, désolé. Dans le background, j'étais à deux doigts d'être fumé, là, on fait avec. Hein. Euh, mais oui, c'est ça. Fait que la théorie des codes que tu étais en train d'expliquer, qui expliquait qu'en gros, il y avait des up et des down. On va pas se casser la tête avec ça. Je me permets de reprendre le flambeau de ça parce que j'ai comme tout cassé. Là. Euh, et en grosso modo, comment on peut imaginer ça? C'est que c'est un peu comme si il y aurait des sortes de cordes, un peu comme des cordes de guitare. On pourrait imaginer ça de même. Je pense que le moyen le plus facile de visualiser ça, c'est un peu comme une guitare. Plus la corde va vibrer, moins elle va vibrer, ou peu importe à quel point, genre, elle va vibrer fort ou pas. Ça va venir créer de l'énergie qui est soit positive, soit négative, en gros des up ou des down. Euh, et avec ça, ça va pouvoir composer absolument tout ce qui est énergie dans l'univers, finalement. Là. Mais comme on l'a dit, c'est une théorie. On va pas se mentir. Imaginez qu'il y a une guitare qui est en train de jouer puis que ça crée de l'énergie. Un peu difficile un peu difficile de se dire que c'est réaliste. Mais pour le tout petit, pour le microscopique, c'est quand même réaliste. c'est ça. C'est différentes vibrations qui finalement font différentes forces. Voilà. Ça a l'air, oui, irréaliste, mais c'est vrai que si tu fais résonner une guitare, ben, voyons, si tu pinces une guitare plus forte, elle va résonner plus fort. Voilà. C'est un peu le Exactement. même principe. C'est le même principe. Bon. Euh, Ensuite, on passe aux
quarks. Donc, les quarks qui constituent les atomes, c'est eux-mêmes des groupes de plus petites particules, qu'on vient juste de parler d'ailleurs, qui sont beaucoup théorisés, parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur qu'est-ce qui compose les quarks, mais on sait que des quarks, ça existe parce que c'est ça qui, justement, compose les particules, dont les protons, les électrons, tout ça. Bon. Sur les protons, les électrons, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On les visualise, on simplifie ça et on les visualise comme des petites balles, un peu. Donc voilà, des petites balles d'énergie dont les quarks vont leur donner leur charge électrique. Donc le proton, c'est une charge positive, l'électron, charge négative, le neutron, neutre. Comme on peut s'imaginer que son nom l'explique bien, je pense. C'est ça. Donc, puis je te laisserai reprendre sur les atomes. Oui. Alors, en grosso modo, à partir de là, quand on se ramasse à ce niveau-là, ok, c'est encore très très petit. On peut pas le voir à proprement parler. On est capable de savoir que ça existe, mais on n'est pas capable de le voir. On avait parlé justement qu'il existait des protons, des électrons, des neutrons. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En grosso modo, les protons qui ont une charge positive, les électrons qui ont une charge négative, les neutrons qui ont une charge neutre, vont essayer de s'équilibrer pour créer des atomes. La façon qu'on arrive à calculer des atomes, c'est que si vous avez déjà vu le tableau périodique des éléments, on est capable de savoir que c'est tel élément ou tel élément par rapport au nombre de protons qu'ils ont. Donc, il y a toujours égal de protons et de neutrons. De protons et d'électrons. Absolument pas, je viens de dire n'importe quoi là. Il y a toujours égal de protons et de neutrons. Okay. Parce qu'en fait, les électrons peuvent changer parce qu'ils peuvent se donner des électrons entre différents atomes. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas réel de dire que c'est toujours égal. Les protons et les neutrons, la raison que les neutrons existent puis qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont neutres puis qu'ils sont des atomes, à quoi ils servent eux, c'est pas pour donner une charge, c'est pour tout garder ensemble, pour que l'atome explose pas. Mm-hmm. Parce que si on n'aurait pas le neutron pour tout stabiliser, puis qu'on aurait seulement du positif et du négatif qui s'attirent entre eux, puis que le positif et le positif qui forment une sphère au centre, parce qu'on l'imagine comme ça, une sorte de sphère au centre qui est entourée par des cercles d'électrons, ben les protons se repousseraient, puis s'attireraient avec les électrons, fait qu'ils exploseraient finalement. Là. Un peu étrange. Ouais, c'est ça, c'est irréaliste. C'est irréaliste, ouais. Et donc, on va arrêter le blabla là-dessus. Les atomes. Il en existe des quantités astronomiques. La preuve, si vous regardez dans le tableau périodique des éléments, je crois qu'on est à 120 ou quelque chose dans ce genre-là qui existe. Ils peuvent interagir entre eux. Puis c'est à ce moment-là que ça va créer des molécules. Ces molécules-là vont être créées grâce au fait que tel atome et tel atome, ils s'entendent bien. C'est des bons amis. Ils décident de se partager des électrons. Un peu comme quelqu'un qui aurait des dettes puis qui doit repayer ses dettes. Mais là, c'est pas mieux. Ouais. Un peu comme la même affaire. Ils se partagent des électrons. Puis en faisant ça, ils vont se connecter ensemble pour créer des molécules. Ces molécules-là, les plus connues, le H2O, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui nous donnent de l'eau, du H2O. Donc, c'est plein de trucs dans ce genre-là qu'on peut imaginer. Ils ne sont pas toujours retrouvés comme étant sous forme de molécules. On va trouver beaucoup d'atomes qui se promènent librement, comme l'azote dans notre espace ou l'oxygène. L'hydrogène. C'est tous des trucs qu'on va être capable de trouver qui se promènent librement. Mais pour la majorité des choses qui composent le bois des arbres, le tableau ou le poster que vous avez dans votre chambre, votre micro, votre téléphone, tout ça est composé de molécules en très, très, très grande partie. Et alors, sur quel atome est-ce que la composition de ces molécules-là est basée? Ben, en fait, la vie sur Terre, telle qu'on la connaît, est basée sur un seul atome. Croyez-le ou non, c'est bel et bien vrai. Et c'est, en fait, pour des raisons bien, bien simples. C'est
l'atome de carbone. Pourquoi? Pour 3 raisons que je vais décortiquer juste après. La complexité, l'abondance, la stabilité. Donc, la complexité. L'atome, un atome, en fait, a un peu, si vous voulez, un petit peu comme une serrure avec une clé. Il y a des atomes qui ont des clés, puis d'autres qui ont des serrures. Le plus qu'un atome a de serrures, le plus qu'il y a de place à offrir pour d'autres atomes pour qu'ils se connectent ensemble. OK? Il se trouve que le carbone est l'un des atomes, si ce n'est pas l'atome avec le plus de petites serrures, justement, échangées avec les autres. Mais voilà. Donc, sa complexité, pas en mode il est compliqué, même si, je veux dire, toute forme de vie est complexe sur Terre. Ouais, on va pas se casser la tête avec Mais ça. c'est ça. C'est que il peut créer des chaînes de molécules très, très grandes, complexes. Et justement, on a besoin d'une autre chose pour créer des grandes chaînes de molécules. Ce qui fait que, par exemple, avec le silicone, on ne peut pas vraiment faire ça ou d'autres trucs comme ça. C'est que le silicone, par exemple, qui a beaucoup aussi de petites serrures, lui, il n'est pas assez stable. Il est trop lourd. Donc, vraiment, quand je dis lourd, c'est plus comme pour imager. Je veux dire, vous pouvez pas, pas vraiment. Ouais, on peut pas vraiment le peser. Ouais, Là. voilà. Mais l'atome de silicone est moins stable pour former de longues chaînes. Ce qui fait que oui, un atome de silicone est capable de former des molécules, même parfois des complexes dans certaines dans certains réglages, etc. ouais, dans certains réglages précis, comme par exemple, on peut s'imaginer sur une planète plus acide, où est-ce que c'est plus difficile pour l'atome de carbone de former des liens, ça pourra être le silicone qui, cette fois-ci, prend la place du carbone. Ici, c'est pas le cas parce que, ben, justement, on a un atome qui est juste beaucoup mieux, comment dire, prédisposé pour cette chose-là. Donc, la troisième raison, c'est l'abondance. Donc, le carbone, ça se trouve un peu partout sur Terre. C'est pas difficile à trouver. Puis ça fait que c'est beaucoup plus simple pour la vie de se baser sur un atome qui a une bonne abondance, une stabilité qui est, bon, ça pourrait être Qui est parfait, bon, mais qui est très bon, avec une complexité qui permet des chaînes très, très, très grandes de molécules. Donc, voilà. C'est juste pour ça que la vie, entre guillemets, a choisi, entre guillemets, encore une fois, choisi, hein, attention, le carbone. C'est juste parce que, ben, c'est plus simple, la nature va toujours prendre le plus simple pour s'enligner vers là. Ensuite, on tombe dans de la vie, justement. Parce qu'on a commencé par comment est-ce que la vie est fondée. Maintenant, on va voir sur quoi la vie est fondée, pardon. Maintenant, on va voir c'est quoi la vie, les plus petites formes de vie. À quoi ça ressemble? Ouais, le Oui. plus petit qu'on est capable de voir, qui existe partout, disons. C'est ça, oui, parfait. Donc, on a on a... Je vais explorer 3 types avec vous. La bactérie, l'archée et les eucaryotes. Donc, les bactéries, c'est des cellules prokaryotes. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de noyau ni d'organites entourés de membranes. Donc, la membrane, c'est juste la surface, un peu, on pourrait dire, de la bactérie. Voilà, c'est un petit peu comme la peau. Ouais, on peut l'imaginer de même. Ouais, je pense. pour imaginer même, c'est à peu près ça. C'est une couche très fine pour protéger la bactérie des éléments extérieurs. Donc, pas de noyau, ni d'organites. Donc, des organites, ben, c'est un petit peu comme nous, c'est des organes. Le noyau, alors là, le noyau, c'est vraiment plus pour, Ouais, ben c'est. On peut l'imaginer un peu comme un cœur. Ça veut dire que le noyau, c'est ce qui permet par la suite de faire fonctionner la bactérie. Donc, un peu. T'as besoin de tous tes organes, mais si ton cœur fonctionne pas, tu fonctionneras pas. Oui, puis si je me trompe pas, c'est comparé les bactéries comparées aux eucaryotes,
donc les prokaryotes comparés aux eucaryotes, c'est que les prokaryotes, justement, ils n'ont pas de noyau. Puis normalement, si je me rappelle bien, l'ADN est stocké dans le noyau des cellules eucaryotes. Tandis que là, les bactéries, l'ADN est libre dans le cytoplasme, donc dans la bactérie, sous forme d'un seul chromosome, de forme circulaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, en grosso modo, c'est un peu comme le liquide à l'intérieur. T'as comme l'ADN qui se promène librement dans le noyau, finalement. Là. Fait que, pas- ça paraît compliqué comme ça, mais en grosso modo, ils ont des chromosomes, eux aussi, les eucaryotes. Ouais, c'est ça. Donc, ensuite, on a les archées. C'est aussi des cellules prokaryotes, mais ils ont quelques différences avec les bactéries, ce qui fait qu'on ne les classifie pas exactement dans la même case. Donc, par exemple, les archées possèdent des enzymes de réplication de l'ADN plus proches de celles des eucaryotes. Donc, ça veut dire pour se régénérer, c'est juste que eux, ils sont plus proches des eucaryotes. Donc, voilà, on les a classifiés autrement. Puis aussi, leur paroi cellulaire euh, est complètement différente des bactéries, ce qui a juste fait qu'on a bougé la case pour eux. On leur a donné une nouvelle Oui, classification. c'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas leur place avec les grands. Donc, le- l'eucaryote, ben, ce sont des cellules avec un noyau, comme on avait dit tantôt, délimité par une membrane. Donc, le noyau, c'est là où est-ce que se trouve l'ADN. Elle possède aussi des organites comme les mitochondries, le réticulum endoplasmique et les ribosomes, ce qui plus, ce qui les rend plus complexes que des prokaryotes. Je vais tout expliquer ça dans un moment. Ça sera pas long. Je sais que ça fait peur, mais je vais y revenir. Donc, en bref, qu'est-ce que c'est? Prokaryote, c'est unicellulaire, cellule simple entre guillemets, sans noyau, comme une bactérie ou une archée. Et puis, eucaryote, cellule plus complexe, avec un noyau organique, comme une cellule humaine ou une cellule de plante. Et donc, maintenant, je vais expliquer c'est quoi qu'il y a dans les cellules, justement, eucaryotes. Excusez-moi, j'ai eu de la misère à... Ok, parfait. Donc, les mitochondries produisent de l'énergie pour la cellule. Les mitochondries sont comme des petites centrales énergétiques. Puis, elles transforment les nutriments, l'oxygène, en énergie que la cellule utilise pour fonctionner. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est un peu comme nous, on a besoin de manger, on a besoin de respirer. C'est un peu le même principe. On va chercher notre énergie où est-ce qu'on peut. La mitochondrie va faire ça aussi. Elle va aller chercher de l'air, ben, du CO2, il me semble, ou de l'oxygène, je sais plus. Des sucres, etc. En tout cas, de la nourriture, de quoi elle va se nourrir Ouais. pour pouvoir justement se fournir de l'énergie elle-même. Là. Oui, exact. Et puis, ensuite, on a le réticulum endoplasmique, que je ne sais pas comment prononcer. Euh, avec les ribosomes. Ces deux-là fabriquent des protéines, puis ces protéines-là aident la cellule à effectuer son travail, comme réparer ou transporter des choses. Les lipides qui sont là, servent à construire les membranes de la cellule et à stocker de l'énergie. C'est bon jusque-là, c'est des petits travailleurs, voilà. Les vésicules transportent les matériaux dans la cellule. Les vésicules servent à transporter les protéines et autres molécules d'un endroit à un autre de la cellule. Donc là, ça sonne un petit peu comme ceux qu'on vient juste de parler avant, sauf que ceux-là, leur but, c'est uniquement ça. Là où est-ce que ceux d'avant, c'était vraiment plus comme vraiment des petits travailleurs, puis ça, c'est vraiment comme les livreurs de protéines, de trucs comme ça. Voilà. Euh, c'est ça. Donc, un peu comme des camions qui livrent des produits, même si les protéines transportent des choses, les vésicules aident à emballer ces molécules et à les diriger précisément vers leur destination. Ouais, on pourrait. Voilà. C'est un peu, disons, comme les globules rouges, un peu là, dans le sang, là, qui transportent ce que le corps a besoin aux endroits où est-ce qu'on a besoin. C'est un peu le même principe. Là. Oui, exactement. Puis, pour finir, ben, les virus, je vais passer un peu par-dessus, c'est très complexe. Puis c'est pour ça que
Voilà, on va pas se le cacher, je suis pas un professionnel, puis c'est pour ça il y a genre des virologues et tout, là. Mais les virus sont quand même beaucoup plus petits que les bactéries, et surprenamment, parfois quasi plus complexes, puis peuvent même infecter puis vivre à l'intérieur des bactéries. Ouais, c'est pour dire à quel point ils sont plus petites, là. Oui, 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 c'est ça. Donc, je vais passer rapidement par-dessus la biologie animale, simplifier ça au maximum. Donc, la biologie animale, dans le fond, les animaux sont euh, des, euh, sont des ont des structures multicellulaires avec des organes et des systèmes respiratoires, circulatoires et nerveux. Donc, quand on dit multicellulaire, ben, c'est des organismes qui ont développé plusieurs cellules pour se développer. Je me répète beaucoup, c'est Oui, oui, abusé. Mais j'ai pas vraiment les mots pour ça. Les animaux, ils ont des métabolismes, ils se nourrissent de d'autres organismes pour produire de l'énergie. On voit un petit peu, je trouve ça beau, une espèce de répétition dans la nature, c'est-à-dire que on parlait il y a pas longtemps justement des bactéries, de leur fonctionnement, des eucaryotes, des prokaryotes. Puis là, on voit justement que du même côté animal ainsi que dans le microscopique, on a toujours un petit peu le même fonctionnement de se nourrir de d'autres organismes pour produire de l'énergie, ce qui rappelle un petit peu qu'au fond, les micro-organismes sont pas si différents des plus gros organismes. Et puis c'est ça, oui. La circulation, il y a souvent du sang qui transporte les nutriments et l'oxygène dans le corps. Les animaux ont des systèmes nerveux qui permettent de réagir aux stimuli et de percevoir l'environnement. Ça reste quand même que c'est plus complexe que... Ouais, honnêtement, je vais quand même pas dire que c'est aussi complexe, mais ça reste qu'il y a certaines similitudes, mais quand même, on le voit dans le système nerveux, dans la reproduction, dans la croissance, les comportements qui peuvent être instinctifs ou appris, puis même, voilà, dans la biologie évolutive euh, qui différencie largement, c'est-à-dire que dans la biologie évolutive, il me semble que il y a une période où est-ce que justement il y a eu la distinction entre les deux types principaux, donc eucaryotes et prokaryotes, dans l'histoire de la Terre, là, où est-ce qu'il y a vraiment une distinction forte. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, on peut seulement théoriser là-dessus, mais à partir de là, l'évolution elle a un peu stoppé, entre guillemets. Puis, tandis que nous, ici, les traits favorables à la survie se transmettent via la sélection naturelle. Donc voilà, l'exemple de la girafe, c'est très, très, très simplifié, mais tu sais, c'est... Ou bien même de l'homme, l'exemple de l'homme. Ouais. Tu sais, on vivait dans des jungles, les jungles se sont asséchés. Ceux qui étaient capables de se lever debout, ils ont survécu pour justement aller chercher les fruits qui étaient rendus plus hauts dans les arbres. Ceux qui ont été capables de se lever debout, ben, ils ont survécu. Donc, c'est juste eux qui restaient après. Puis ceux qui étaient pas capables, ben, ils sont partis. Truc très intéressant que je trouve par rapport à ça aussi. euh, Au départ, on explique que pourquoi est-ce que les singes, on va dire, on va simplifier ça de même, mais pourquoi est-ce que les singes à l'époque, avant que les hommes existent, ont décidé de se lever debout? Parce qu'on peut le voir encore aujourd'hui, mais ils se promènent encore à quatre pattes. Les singes, on peut le voir aujourd'hui, les chimpanzés. Wow, je suis de la misère à dire. Chimpanzés. Oui, c'est ça. Les gorilles, etc., se promènent principalement dans un semblant de quatre pattes. Euh, ben, aussi étonnamment que ça peut paraître, à l'époque, dans la région en fait de l'Afrique, parce que c'est dans cette région-là de base que viendraient les premières formes de vie qui étaient les ancêtres humains. Oui, c'est ça. C'est proche de l'Éthiopie. Exactement. En fait, aussi con que ça peut paraître, c'était à cause du feuillage qui était très très haut. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'arbres, mais quand ça a commencé à s'assécher, comme tu as dit, il y avait moins d'arbres, puis ça s'est transformé en savane. Le défaut d'une savane, pas beaucoup d'arbres, du feuillage, ben en fait, c'est quoi, du gazon. Ouais, qui- des herbes. Ouais, des herbes qui sont Ouais. très très hautes. Donc, ils pouvaient pas se déplacer d'arbre en arbre. Et quand ils étaient par terre, ils voyaient pas les prédateurs.
Donc, ils ont pris le réflexe de se lever de temps en temps pour regarder au loin. Puis à force que cette manie-là revienne et revienne, c'est devenu un trait de survie parce qu'ils devaient voir par-dessus les herbes pour être capable de repérer les prédateurs. Ouais. Donc, ça vient faire quand même le tour de ce que je voulais dire. Puis je pense qu'on serait prêt à aller vers peut-être la composition de la Terre et puis même peut-être aller regarder vers les étoiles. Exactement, Noah. Mhm. Donc là, ça va être ma partie. Moi, c'est ma petite partie qui est à cœur. C'est la partie que j'aime personnellement parce que je suis quelqu'un qui adore l'espace. Je vais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la Terre. Aussi con que ça peut paraître, la Terre, l'endroit où est-ce que vit plus de... On est rendu à quoi? 8,4 milliards de personnes sur cette planète-là? Eh bien, c'est un cas à part. C'est une planète qui est qui est merveilleuse dans sa composition parce que c'est une des rares planètes qui peut accueillir des formes de vie autant variées qu'on connaît. C'est une des seules planètes qui est capable de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la Terre, qu'est-ce que c'est? La Terre, c'est une planète. Ça, tout le monde le sait jusque-là. Donc, dans notre système, pas plus compliqué, on a des planètes, par exemple, on a Mercure, on a la Terre, on a Mars, on a Jupiter, Neptune, on a Saturne. On a pas mal de planètes, on va pas se mentir. Et au centre de notre système solaire, on a le Soleil. Ça fait du sens. La Terre a été capable de développer... donc, la Terre de base, qu'est-ce que c'est? C'est une planète tellurique. Donc, qu'est-ce qu'une planète tellurique? On peut se poser la question quand même. En gros, tellurique, ça veut dire pierre. C'est pas mal ça. Pierre, terre, c'est pas mal ça que ça veut signifier. Ah oui, Donc, c'est un gros caillou. C'est pas mal ça. littéralement. C'est littéralement juste ça. C'est juste un gros caillou. Mais c'est assez intéressant parce que c'est aussi les seules planètes qui sont capables d'avoir de l'eau. Parce que, disons qu'on prend une planète qui est gazeuse, il n'y a rien de solide. Donc, l'eau peut être liquide dans l'air, peut être liquide, peut être gazeux, mais elle ne sera jamais liquide. Parce qu'il n'y a rien pour se poser. Donc, là, je l'ai dit, tellurique, gazeuse. Les deux grands types qui existent de planètes. Tellurique, il existe deux classes pour les telluriques. Donc, deux classes. Il existe deux sous-classes qui sont plus petites, mais on est capable de classifier certaines planètes dans ceux-là. Il y en existe d'autres où, en général, si on n'est pas capable de les classifier dans ceux-là, on va juste les appeler des planètes telluriques. Il y a les planètes de silicate, qui, en grosso modo, sont des planètes que, sur la surface, il y a une très, très grande densité de silicate. Donc, en gros, c'est juste une sorte de dérivé du silicone, comme on a parlé tantôt. Oui, Et la Terre, aussi surprenant que ça peut être, est une planète silicate. Donc, il y a une très, très grande composition au sommet de la planète, ou même peu profond sous la planète, de silicate. Donc, c'est ça qui fait qu'on considère ça comme étant une planète de silicate. Il y a aussi les planètes, je vais complètement écorcher le nom, mais c'est comme c'est des planètes de lave, à proprement parler. Là. Je sais pas, je me rappelle pas c'est quoi le vrai terme qu'on utilise, mais ces planètes-là sont des planètes avec une très très grande activité volcanique. Et ça fait que sur la planète, il y a beaucoup de magma, beaucoup de lave, beaucoup d'obsidienne. En gros, toutes les dérivés de la lave, il y en a vraiment très très gros sur ces planètes-là. Dans notre système, on n'en a pas. Mais si on s'en va dans d'autres systèmes, systèmes stellaires, on est capable d'en repérer certaines. J'en ai pas par contre. J'en ai pas d'exemple. Ouais, ben en fait, moi j'ai un petit exemple. Si on retourne un peu dans le temps, la planète Terre a déjà été une planète volcanique. Oui. Mais ben, je veux dire, un peu dans le temps, c'est très loin. Mais, mais la planète Terre a déjà été une planète volcanique où est-ce que c'était invivable, puis que c'était catastrophique la température sur la planète. Donc, oui, juste cet exemple-là fonctionne. La planète Terre a déjà été une planète volcanique. La Terre, c'est ça, c'est. Même la Terre qui, de base, petite info, sûrement, on est pas mal sûr de notre info, mais sûrement, c'est encore théorisé, mais aurait sûrement été créé à cause qu'il y avait deux planètes qui étaient en orbite et qui sont
fracassé un contre l'autre, ça l'aurait créé la Terre et la Lune aurait été créée comme avec un des débris. Donc, c'est ça. On a tellurique, on a gazeuse. Les gazeuses, en grosso modo, c'est juste qu'ils ont du gaz à grandeur et ils n'ont pas de terre, là, à proprement parler. Et ça, c'est les types de planètes qui existent. Maintenant, pourquoi est-ce que la Terre est autant viable que ça? Premièrement, on a de l'eau. En fait, qui est liquide à la surface. Donc, la raison de pourquoi est-ce qu'on est capable de dire qu'on a la chance d'avoir de l'eau liquide, eh bien, c'est pas plus dur que être dans la zone viable de notre Soleil. Ouais. Donc, qu'est-ce que la zone viable? Le Soleil est très, 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 très chaud. Ouais. On va pas se mentir, allez pas dormir là-bas. Je pense que ça va pas juste être une canicule que vous allez avoir. Vous allez avoir très, très chaud. Ça va brûler un peu. Oui, ça va on va pas se mentir, ça va brûler un peu. Donc, et en fait, la zone viable, c'est quoi? C'est que si tu es trop proche, comme une planète comme Mercure ou Mars, qui sont en fait trop proches et qui ont très très chaud, en fait, t'as pas de vie qui peut se déployer là. Mais des planètes qui sont trop loin, par exemple comme Saturne, Mercure, Jupiter, etc., eux sont trop froides parce qu'ils sont trop loin. Donc, en gros, la zone habitable, c'est une zone qui est juste un parfait entre deux, où est-ce qu'il va faire chaud, mais pas trop chaud, froid, mais pas trop froid. Là où est-ce qu'on parle de planètes comme Jupiter, qui peut descendre à comme moins 180 degrés, moins 200, tu sais. Ouais. Puis après, on a Mercure qui monte à 500-600 degrés quand il est face au Soleil, là. Donc, ça, c'est très, très chaud. En fait, si je peux me permettre un peu plus d'explications sur le Soleil, c'est quand même très très chaud, comme tu disais, mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, le Soleil, environ 5800 kelvins, soit un petit 5500 degrés Celsius, quelque chose à vous réchauffer le cœur pendant une tempête de neige. Donc, oui, c'est ça. Surprenamment, la température diminue progressivement en direction du centre du Soleil, où elle atteint des valeurs de 15 millions. Elle augmente, en fait. Oui, elle augmente. Pardon. Oui. Je suis désolé. 15 millions de kelvins. Oui. Donc, Ça ne réduit pas du tout. absolument pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça va augmenter. À la surface, on a vraiment comme... Il fait frais à la Oui. surface du Soleil. Puis au centre, c'est très, très chaud. Mais en même temps, même si on prend le centre de notre planète, c'est très, très chaud aussi. Plus qu'on se rapproche d'un noyau, plus qu'on se rapproche du centre, plus qu'on va prendre en chaleur. Mhm. En fait, il y a même... Voilà. C'est là que je me suis trompé. C'est que à la surface, on a 5800 kelvins. Donc voilà, soit 5500 degrés. Et Ouais. puis, dans l'atmosphère du Soleil, fait que juste quand on recule un peu, on prend un petit coup de chaud parce que c'est plusieurs millions de degrés Celsius d'un coup. Oui. Donc voilà, cette situation-là, paradoxale, où l'atmosphère est plus chaude que la surface, est un sujet d'étude pour de nombreux scientifiques qui cherchent à comprendre l'origine de cette chaleur-là. Donc voilà. Ça, c'était la petite explication sur la chaleur du Soleil, puis pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est chaud. Exactement. Donc, c'est très intéressant. Je vais rembarquer sur le Soleil un peu après. Je vais continuer à expliquer pourquoi est-ce que la vie sur Terre, c'est un cas à part. Donc, pour y retourner, comme j'avais expliqué, il y avait l'eau liquide sur la surface, zone habitable. On a aussi la présence d'une atmosphère. C'est très important parce que ça permet de garder la chaleur sur la planète. Puis, le fait de garder la chaleur sur la planète, oui, ça fait du réchauffement climatique dans notre situation actuelle. Mais c'est ça qui nous permet d'avoir des températures viables de 25 ou 30 degrés jusqu'à moins 20, moins 30. Alors que si on n'en aurait pas, les bons petits 70, ça serait régulier, puis on pourrait monter facilement à 100, 120 degrés. Oui. La zone habitable diminue la chaleur, mais si on ne garderait pas la chaleur, on pourrait pas mal rien faire.
Parce que même on tomberait dans une heure glaciaire aussi. En tout cas, ça serait Oui, un gros bordel. c'est... Euh, Ensuite, un autre point qui est important, ça va être je pas mal les trois seuls points que je vais apporter qui sont importants, c'est la présence en fait d'un champ électromagnétique autour de la Terre. Donc en grosso modo, c'est une sorte de couche de protection d'énergie magnétique. À proprement parler, on pourrait dire ça comme ça. Euh, et cette énergie-là, la chose qui est intéressante avec ça, c'est que le Soleil qui nous envoie des rafales et des rafales de rayons gamma méga toxiques pour le corps, Mhm. puis de chaleur très très puissante, est contrée en partie par le champ électromagnétique. Ce qui permet Ouais. que ça diminue la chaleur que nous on va subir et la dose de rayons gamma qu'on va subir. Oui, oui, Qui oui, est très dangereux. Les rayons gamma, c'est des rayons que le soleil envoie à cause de la lumière. C'est très très dangereux pour le corps. C'est ça aussi en partie qui crée des cancers de la peau si on se met pas de, Mhm. de, de sunscreen, je sais plus comment ça s'appelle. De crème solaire. Oui, de crème solaire, c'est ça. Et donc, oui, on a des planètes. Mais maintenant, le soleil, cette belle boule de feu intense qu'il y a au centre de notre système, qu'est-ce qu'elle fait, elle, là? En grosso modo, c'est une sorte de boule de plasma. Le plasma, on n'en parle pas trop d'habitude à l'école. On essaie d'éviter le sujet parce que c'est quand même très complexe. Moi, je vais le simplifier. En grosso modo, on a le gaz, on a l'état gazeux, l'état liquide et l'état solide de la matière. Ben, il existe l'état plasmique, fait que l'état sous forme de plasma. En- je vais vraiment pas embarquer là-dedans. Juste dites-vous que le plasma, c'est un gaz en train de brûler à très haute température. Ouais. Donc sur le Soleil, par exemple, qui est en fait une géante. Le plasma, c'est un peu l'état quand des atomes sont en fusion nucléaire. Oui, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Fait que, en gros, on peut l'imaginer comme ça. Mhm. Euh, Ensuite, ben, le Soleil, qui est une géante, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle brûle de l'azote. Non, pas de l'azote. Non, c'est de l'hydrogène qu'elle la brûle. Ouais. C'est de l'hydrogène qu'elle la brûle. Et on a aussi les naines. Donc, c'est les deux grandes formes qui existent. On a les naines et on a les géantes. Les naines brûlent eux, de l'azote. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que sur un soleil, en fait, une étoile, il va avoir tout le temps de l'hydrogène et il va avoir aussi de l'azote. Seule chose étant que il va brûler de l'azote jusqu'à ce qu'il puisse plus. Quand il va plus pouvoir, la naine, en fait, quand elle va plus être capable de brûler de l'azote parce qu'elle va avoir trop vieilli puis qu'elle va avoir perdu en chaleur, elle va prendre de l'expansion. Quand elle va prendre de l'expansion, elle va devenir une géante. Donc nous, en ce moment, on a une géante. C'est ça qu'il y a dans notre système. Euh, et donc, cette géante-là va, elle, brûler de l'hydrogène. Étant donné qu'elle est plus capable de brûler d'azote, ben pour survivre, elle doit brûler de l'hydrogène. Et au bout d'un moment, à force de brûler tout ça, elle devient plus assez chaude pour brûler de l'hydrogène. Et à ce moment-là, c'est la cata. Elle s'écroule sur elle-même et crée une supernova. Dans un des cas, je vais expliquer vite fait qu'est-ce que c'est. En grosso modo, une supernova, c'est une grosse explosion. Elle s'écrase sur elle-même, puis elle se met à exploser. Donc ça fait un beau truc dans le ciel. Mais si tu as le temps de voir le flash lumineux, c'est que c'est pas très très beau parce que d'habitude, t'es plus là pour Ouais, le ouais, voir. Là. ouais. Je voulais revenir juste sur le soleil parce que t'as fait une petite erreur. C'est pas de l'azote, c'est de l'hélium. Fait que oui, c'est ça, en gros, un peu comme tu viens d'expliquer. Pour essayer de clarifier un peu la chose, là, que ça soit un peu moins chaotique, là, parce que là, j'avais fait une petite erreur. C'est ça, c'est que, en grosso modo, un soleil va être une naine, en fait, au début de sa vie. Elle va être relativement grosse, mais elle va consommer de l'hydrogène. L'hydrogène, en gros, ça va produire de l'hélium. Et à force, il va avoir plus d'hélium que d'hydrogène. Puis elle va être rendue trop petite, puis fait qu'elle va décider de. Ben, pas décider à proprement parler, là, elle a pas de conscience, mais elle va commencer à brûler de l'hélium. Quand elle va commencer à brûler de l'hélium, elle va prendre de l'expansion et va devenir une géante. Euh,
au fur et à mesure, elle va devenir tellement grosse qu'elle va s'écrouler sur son propre poids. Et là, on va arriver à la supernova que je viens d'expliquer. Quand elle s'écroule sur son propre poids, justement, ça crée une supernova. Je l'ai expliqué tantôt. En grosso modo, c'est une vague d'énergie très, très, très puissante qui annihile absolument tout ce qu'il y a dans son passage. Ça va à la vitesse de la lumière, c'est très, très rapide. C'est pour ça que je disais qu'on voit le flash, tout est fini. Et sinon, il y a aussi il y a un autre cas, là, elle peut devenir en fait une naine brune qui va en fait, au lieu de brûler de l'hélium, elle peut devenir une naine brune. Ça veut dire qu'elle brûle plus de quasiment rien. Fait qu'elle fait vraiment plus beaucoup de lumière, mais elle est encore là. Elle est très très petite et juste, elle existe. Fait que c'est quand même drôle parce que ils sont très très compliqués à voir. Mhm. Euh, donc justement, là on a ça. Et en fait, les étoiles, eux, font graviter à cause de leur poids, font graviter toutes les planètes autour. Ça crée des systèmes stellaires. Et donc, système solaire, ça, c'est notre système à nous. Des systèmes stellaires, c'est tous les autres systèmes avec des étoiles qui ne sont pas le Soleil. Fait que le Soleil, c'est notre étoile à nous. Donc, euh, justement, les systèmes stellaires, eux, ils se déplacent. Donc, ça peut ne pas paraître, mais les planètes tournent autour du Soleil. Le Soleil, lui, se déplace avec un mouvement de rotation aussi. En fait, il fait plus bouger en fait tout le système stellaire. Et le mouvement, en fait, d'où est-ce qu'il tire, lui? En fait, il le tire des galaxies. Je vais être plus précis, en fait, des trous noirs supermassifs qui auraient au centre des galaxies. Je vais vous l'expliquer dans pas long. Donc, en grosso modo, t'as les galaxies. Les galaxies, eux, ils sont présentes. Dans une galaxie, c'est une accumulation de systèmes stellaires un peu partout. Et au centre, tu as un trou noir. Le trou noir a une gravité tellement grande. Donc, il y a trois types de trous noirs. On a les petits trous noirs, les trous noirs moyens et les supermassifs. Je ne vais pas embarquer sur les autres, mais en gros, le supermassif est immensément grand. Euh, on est capable, vous avez sûrement vu des photos de trous noirs. À proprement parler, c'est pas un trou noir qu'on voit, c'est plus, on appelle ça la ligne d'horizon. Donc, c'est la partie à partir de laquelle on voit un peu de lumière qui est en train de s'en aller vers le trou noir. Ouais. Euh, Parce qu'à proprement parler, un trou noir, c'est juste tellement de choses que C'est l'absence de tout. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, ce trou noir-là tire ensemble absolument tous les systèmes stellaires qui, eux, se déplacent à travers la galaxie. Et ces galaxies-là, eux aussi, se déplacent. Absolument tout se déplace dans l'espace. Ils font partie du principe que l'espace est vide, il n'y a quasiment rien. Donc, absolument tout se déplace sans qu'il y ait quelque chose qui l'arrête. Par exemple, je vous donne les deux galaxies les plus connues qu'on a dans notre coin. Notre coin, c'est à quelques millions d'années-lumière. Mais Voilà, ben, c'est le plus dans notre proche coin, au qu'on a. niveau de l'espace, là. C'est le plus proche qu'on a. C'est ça. Donc, on a la Voie lactée, qui est notre galaxie à nous. Et on a, en fait, la galaxie d'Andromède, qui est un peu plus loin. Ces deux galaxies-là, dans quelques milliards d'années, en fait, pour un exemple, ils vont se cogner un contre l'autre. Puis, ils vont merge en une seule Fusionné, galaxie. Ouais. Ok, c'est ça, fusionner. Mhm. C'est quand même intéressant parce qu'on est capable de voir qui se déplacent l'une vers l'autre. Vont pas vite, mais ils vont vite à proprement parler pour la vitesse de l'univers, mais ils vont pas forcément vite. Pour vous donner un exemple de à quel point genre, l'espace est gigantesque, si vous prendriez la Terre et la Lune, l'espace qui est entre les deux, vous pouvez mettre toutes les planètes du système solaire entre la Terre et la Lune et il va rester de la place. C'est à ce point-là, c'est qu'il y a une place immensément grande. Oui, on se rend pas compte de la taille. Absolument. Et donc, c'est ça. En gros, on a les galaxies, etc. On va pas se casser la tête. Puis on va s'en venir au dernier sujet qui est l'univers. Qu'est-ce que l'univers? Je vais faire ça très simple. On a des particules remplies d'énergie très très fort qui sont sûrement eu une collision l'un contre l'autre. Ça a fait une grande explosion et l'univers s'est étendu, a existé. Le Big Bang, comme on l'explique.
L'univers, faut pas l'imaginer comme en expansion, comme sur une toile. L'univers ne s'étire pas comme un drap qu'on va venir mettre sur notre table. Elle s'étire, pour être plus honnête, elle s'étire comme un donut. C'est le même qu'on peut le voir. Imaginez pas qu'il y a un trou au milieu de l'univers, là. Il y en a pas, là. Et, on peut pas sortir de l'univers. Mais, en grosso modo, c'est qu'elle s'étire dans elle-même. Imaginez que il n'y a pas vraiment de début ni de fin au donut, puis juste il continue à s'étirer à l'intérieur de lui-même. Fait qu'en gros, c'est un peu comme ça. Donc l'univers, en gros, s'étire à l'infini. Je vais répondre à une question maintenant qui est sur le sujet, en fait, qui est le truc sur lequel je vais finir. Pourquoi ne peut-on pas voyager dans l'univers? Pourquoi le voyage dans l'espace à très grande échelle, comme on peut le voir dans beaucoup de science-fiction comme Star Wars, Star Trek, des trucs dans ce genre-là, pourquoi est-ce que ce n'est pas réaliste? Eh bien, parce qu'on a raté notre bus. À proprement parler, on a raté notre bus. Il faut imaginer que l'univers, c'est comme une vague de vitesse. Une vague, comme une vague sur l'océan. On aurait pu prendre cette vague-là, mais le tréfonds de l'univers est tellement rendu loin qu'on va plus assez vite pour le rattraper. Donc, tout ce qui est loin de nous, donc loin, ça veut dire les autres systèmes stellaires, etc., se déplace plus vite que nous, on pourrait se déplacer. Et même si on se déplacerait à la vitesse de la lumière, c'est de la dilatation du temps. C'est le même que ça s'appelle. En grosso modo, c'est que dans l'espace, si tu vas à la vitesse de la lumière, tu vas te déplacer... En fait, ton temps va passer plus lentement que ça sur la Terre. On va pas se casser la tête avec ça, vraiment. C'est très complexe. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder vous-même pour ça. Une fois qu'on le comprend, c'est quand même facile à comprendre, mais en grosso modo, c'est qu'on va plus vite. En fait, notre temps passe plus lentement quand on va à la vitesse de la lumière. Donc, disons qu'on partirait d'ici, vitesse de la lumière, on s'en va à 10 années-lumière, on revient ici, bam, pour nous, à la vitesse de la lumière, il y a 20 ans qui est passé, mais disons, pour les personnes sur la Terre, il pourrait avoir 80 ans, puis ton petit frère est maintenant plus vieux que toi. Ouais. Donc, c'est à ce point-là. Donc, c'est très, très irréaliste parce que si on voudrait partir dans une autre galaxie qui a 2000 années-lumière, peut-être qu'en revenant sur la Terre, l'humanité n'existera plus. C'est à ce point-là. C'est bizarre, hein? C'est bizarre de se dire ça. Et donc, c'est sur cette note-là que moi, je vais finir l'épisode de science. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ça a été pas facile forcément à faire. Si on se trompe, n'hésitez absolument pas à venir, je veux dire, comme sûrement que sur le podcast, etc., les commentaires, peu importe. N'hésitez pas à en parler. On va rester à l'écoute. N'hésitez pas aussi à démystifier certains trucs. C'est ça. On n'est pas des experts, absolument pas, mais on fait de notre mieux. Ouais, exactement. Et si vous avez des sujets que vous êtes assez à l'aise, n'hésitez pas à en démystifier. Vous pouvez en parler aux gens, etc. On est là pour donner le plus de savoir possible au plus de gens possible. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bon après-midi. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et du CGE de Nicolet Bécancour dans le cadre de l'entente de développement culturel. Nous tenons à remercier le CGE de Drummondville, Télécœur et le CGE de Shawinigan pour leur prêt de locaux et leur expertise. Merci également au CGE de Nicolet Bécancour de nous avoir permis de prendre part au projet et de créer les épisodes à notre image.